Merci à vous qui nous suivez sur Africable Télévision. Bienvenue dans Afrique Midi. Voici les titres de ce journal. L'actualité en Côte d'Ivoire. Fin de cavale pour 5 bandits se faisant passer pour des éléments de la police criminelle. Spécialisés dans le vol d'ordinateurs portables, ils ont été appréhendés par les éléments de la police ivoirienne. Et puis au Congo, Brazzaville accueille depuis quelques jours le festival culturel Étonnant Voyageur. Les participants venus de 23 pays se sont installés dans la capitale congolaise. Pour cette édition, auteurs, cinéastes et musiciens ont mis l'accent sur la crise malienne. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Les dirigeants des pays sahélo-sahariens étaient réunis à N'Djamena au Tchad. Ils formulent leur vœu une stabilité définitive pour le Mali. Sur le terrain, l'armée appelle à l'aide face à la persistance de la menace djihadiste. Au point de contrôle de Gao, en dehors de la ville, c'est dans une grande nervosité que les hommes du colonel Touareg Al-Hadji Agamou contrôlent les déplacements. Recherche d'armes ou d'explosifs. Selon lui, la situation militaire dans le nord Mali réclame d'urgence un appui international. Le territoire est très vaste et très grand. C'est vrai, les Français sont là, ils sont bien engagés, ils ont fait vraiment un travail très important, mais le territoire est très vaste. Il a besoin d'aide vraiment du monde entier. Depuis la reprise de la ville par les forces françaises et maliennes, la contre-offensive islamiste bat son plein. Déjà 2 attentats suicides et de nombreux affrontements à l'arme automatique dans les rues. Des combats de guérilla qui pourraient durer encore très longtemps. La menace, c'est parce que juste on est en face de différents groupes djihadistes bien armés, qui connaissent bien ces déserts, qui sont répartis partout et qui sont très mobiles, et très nombreux aussi. En ce sens, la découverte récente d'une correspondance entre responsables d'AQMI dans les décombres à Tombouctou. La stratégie d'Al-Qaïda est concertée dans tout le Sahel et s'appuie sur l'adhésion des populations locales. Dans ce contexte, les contrôles d'identité pour éviter l'infiltration de combattants dans les villes se multiplient. La restauration de la sécurité s'annonce encore plus complexe que prévu. Toujours dans le cadre de la reconquête du nord du Mali, les forces maliennes et leurs alliés auraient pris le contrôle de Bourem, une localité située à 95 km de Gao. Pour en parler justement, nous sommes en ligne de Gao avec notre correspondant dans la région. Seydou Mega, bonjour. Bonjour Djibrila. Seydou, les troupes maliennes et leurs alliés auraient pris le contrôle de Bourem. La ville de Bourem est située à 95 km de Gao. Vous nous confirmez cette information? Effectivement, après avoir chassé les djihadistes des 3 grandes régions du nord, à savoir Gao, Tombouctou et Kidal, en plus de plusieurs cercles et communes des régions du nord, les troupes maliennes appuyées par les forces françaises avancent de façon progressive et stratégique pour la reconquête effective du Nord. Hier, vers les environs de 16h, temps anniversaire, le cercle de Bourem, situé à peu près à 100 km de la ville de Gao, tombe enfin entre les mains des troupes maliennes appuyées par les troupes françaises, sans aucune résistance. Dans cette même localité, située à 100 km de Gao, une vingtaine de djihadistes auraient été arrêtés, parmi eux 7 responsables influents des djihadistes. Voilà ce qui est essentiel pour la prise de Bourem. Seydou Mega depuis Gao. Seydou, merci pour ce témoignage. À moi de vous remercier, Jibrila. Rendons-nous à présent à Brazzaville au Congo où la crise malienne s'est invitée au festival culturel Étonnant Voyageur qui s'achève d'ailleurs ce week-end. Le Mali était au cœur des réflexions des intervenants, auteurs, cinéastes et musiciens. Ce soir-là, Amkoulel, la star du hip-hop malien, se produit à Brazzaville dans le cadre d'Étonnant Voyageur. Les éditions précédentes du festival se tenaient à Bamako. En solidarité, une soirée de soutien au Mali a été organisée pour affirmer que le pays reste debout. Un Nord sans musique, un Mali sans musique, ça n'existe pas, ce n'est pas un Mali.
parce que le Mali, c'est la musique. État des lieux de la situation au Mali, une table ronde éclaire le présent en se plongeant dans le passé. Le Sahel a toujours été c'était pas une route d'entrée de l'islamisme qui soit violent ou non violent. Et cette fois, c'est la violence parce que c'est toujours la misère. Et l'avenir inquiétant pour les participants au débat. Le Sahel est devenu une vaste zone de trafic à protéger et l'islam sert de paravent. Quand vous voyez des cas précis de leaders actuellement islamistes, on se rend compte qu'ils ont commencé par le trafic pur et simple qui n'avait pas besoin de justification religieuse et que la sanctification par la religion est venue après. Je suis militaire. Les gens, j'en ai mis sous terre. Juste pour plaire les autres en militant, en m'imitant, tuant les militants de l'amour, l'unité, mutilant la dignité. Le jeune slameur congolais Mprodeus a écrit son texte en 2008, des paroles d'une grande actualité pour Amkoulel. Réunis pour un travail en commun, slameurs et rappeurs congolais, maliens et français le disent à leur manière. Leurs paroles, leur musique résisteront aux guerres, à la violence, à l'obscurantisme. Je l'annonçais en titre, en Côte d'Ivoire, fin de cavale pour 5 bandits se faisant passer pour des éléments de la police criminelle. Ces bandits sont spécialisés dans le vol d'ordinateurs portables. Ils ont été appréhendés par les éléments de la police ivoirienne. Fin de cavale pour le gang Ablega de Marus. Ce gang est spécialisé dans le vol d'ordinateurs portables sévissait dans les communes de Koumassi, Marcouri, Cocody et Yopougon. Ces 5 individus se faisaient passer pour les éléments de la police criminelle. Ils opéraient dans des taxis et des véhicules banalisés. Ils ont été interpellés par les éléments du 8e arrondissement de Cocody à la suite de nombreuses plaintes. On observe que la détention d'armes automatiques et de faux documents, hélas, est devenue monnaie courante dans le milieu de ces individus. Ces individus ont généralement pour cible des personnes qui sont dans la rue, qui détiennent des ordinateurs portables. Une fois en contact avec ces personnes-là, ils leur font croire qu'ils sont de la police criminelle, ils brandissent des fausses cartes militaires et ils leur font croire qu'ils sont à la recherche des malfrats et qu'un domicile vient d'être attaqué dans les environs et qu'ils sont à la recherche des malfrats. Les usagers qui ne se reprochent absolument rien, étant donné qu'ils sont présentés comme des policiers, se soumettent à une fouille. Et c'est au cours de cette fouille-là que les usagers sont dépouillés de tous leurs biens. Les populations sont donc invitées à la collaboration avec la police. Nous disons à toute personne se trouvant dans une telle situation, la première des choses à faire, c'est de retenir la marque du véhicule, l'immatriculation et la couleur, et porter ces informations à la connaissance de la police pour que nous puissions agir à temps réel. Ces 5 individus seront mis à la disposition du tribunal où ils répondront de leurs actes. L'actualité sur un tout autre plan, il y a 2 ans, débutait en Libye le soulèvement qui allait aboutir le 20 octobre à la mort du colonel Kadhafi. À Benghazi, point de départ de cette révolution, l'événement est dignement fêté. Commémoration également dans une ambiance de fête, même si on redoute des débordements, d'autant que ce ne sont pas les autorités qui organisent ces festivités. Début d'après-midi, dernière cigarette avant la ronde. Ces habitants, regroupés en comité de protection de quartier, se sont installés temporairement au coin de la rue. Certains sont de simples civils, d'autres d'anciens révolutionnaires, tous sont des bénévoles. Tarek est dentiste. Les habitants du quartier l'ont choisi pour organiser des tours de garde pendant les quelques jours de célébration. Malheureusement, on n'a pas vu l'armée ici. Si l'armée protégeait nos quartiers, on serait rentré chez nous. Mais l'anniversaire de la Révolution du 17 février s'approchait et on ne voyait toujours pas l'armée venir nous protéger. Adel, 31 ans, part faire le tour des checkpoints voisins. Son frère est mort au front, à Ajdabia, au début de la guerre. Pendant 9 mois, il s'est battu contre les forces du régime. Presque 1 an et demi après la fin des combats, il a du mal à rendre les armes. Il n'a pas confiance. Avant, je n'étais pas armé. Quand nos ennemis nous ont attaqués, on les a tués et on a pris leurs armes.
Et après 9 mois, tu me demandes de rendre des armes. Non, non, non. Quand je verrai l'État sur pied et les vrais objectifs de la révolution réalisés, je rendrai mes armes sans problème. Pour Adel et ses hommes du comité de quartier voisin, l'armée nationale et les forces de sécurité officielles sont encore trop faibles. Ils préfèrent donc les appuyer. Les célébrations terminées, certains de ces hommes reprendront le travail, d'autres attendent de rejoindre les rangs de l'armée. Actualité en Tunisie avec cette démonstration de force des partisans d'Ennahda à Tunis. 15 000 manifestants ont ainsi affiché leur soutien au parti islamiste. Ennahda entend bien rester au pouvoir. Message à l'un des leurs, le Premier ministre Djebali, dont la volonté est de monter un gouvernement de technocrates. Le peuple veut la légitimité. C'est l'un des slogans scandés par les manifestants dans le centre de Tunis. Ils sont environ 15 000. Leur but, maintenir Ennahda au pouvoir et empêcher le Premier ministre de former un gouvernement apolitique. Nous voulons la légitimité, la confirmation du parti Ennahda au gouvernement et non le gouvernement qu'on veut nous imposer. Ennahda, qui a remporté les élections d'octobre 2011, pourrait perdre tous ses ministères. Inacceptable pour son leader. Ennahda ne trahira pas la confiance que le peuple lui a accordée, parce que le peuple a chargé Ennahda de réaliser les rêves de sa révolution. Aussi longtemps que le peuple lui maintiendra sa loyauté et sa confiance, Ennahda n'abandonnera pas son autorité. Pourtant, le Premier ministre Hamadi Djebali est lui-même membre du parti islamiste Ennahda. Mais il veut former un gouvernement apolitique composé de technocrates, seule solution à ses yeux pour sortir de la crise provoquée le 6 février par l'assassinat de l'opposant Chokri Belaïd. Les proches de la victime accusent les islamistes d'être responsables de sa mort. Djebali avait fixé à samedi la date limite pour former un nouveau gouvernement ou démissionner, mais vendredi, après avoir rencontré les chefs de parti, il a reporté l'échéance. Pour tenter de calmer les tensions, il a annoncé de nouvelles consultations avec les chefs de parti. Elles doivent avoir lieu lundi. 30 pays et plus de 225 exposants sont au rendez-vous à Agadir, au Maroc, pour la deuxième édition du salon halieutique qui prend fin aujourd'hui. Cette manifestation entièrement dédiée au métier de la pêche maritime est aussi une vitrine de développement des potentialités du secteur. Une occasion également pour les participants de s'inspirer de l'exemple marocain. Le salon international s'installe comme une référence africaine pour le secteur de la pêche. En témoigne la présence à Agadir de plusieurs ministres de tutelle des États africains riverains de l'Atlantique. C'est le cas du ministre camerounais, très inspiré par l'expérience marocaine. Nous avons constaté que le Maroc est très avancé dans le secteur et nous pensons que l'expérience marocaine va nous inspirer et que dans le cadre de la coopération qui va se développer, l'expérience marocaine va rester pour nous un modèle. Nous entendons à partir de ce que nous avons vu ici, vraiment réactiver les choses pour que entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, nous puissions vraiment collaborer de façon franche dans le domaine des ressources animales et halieutiques. La Côte d'Ivoire qui elle seule importe près de 300 000 tonnes de poissons par an. L'image de la Côte d'Ivoire, du Cameroun ou bien encore de la Namibie, tous représentés à Agadir. Ce salon constitue donc une opportunité pour les participants de prendre contact avec les entreprises exportatrices. Ce salon international du secteur de la pêche est le meilleur auquel j'ai assisté. Cela me donne l'impression d'une coopération étendue à travers les pays producteurs, exportateurs de poissons et les pays importateurs. Et en Afrique, c'est le Maroc qui est le premier producteur de poissons et le 25e au monde avec 1,2% de la production mondiale. Après 4 jours d'exposition, le salon Haliotis ferme ses portes. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Restez avec nous, les programmes continuent sur Africable Télévision.